Ça va les gars? Tout est prêt? On est prêt à tourner? Presque prêt. Je dois juste encore m'occuper des lumières à l'arrière. Ouais, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un truc sur le visage ou quoi? Mais c'est quoi ça? Des poils blancs? Mais, tu es super vieux? Oui, tu as raison, je suis super vieux. D'ailleurs, tu sais quoi? Je ne sais pas, je risque peut-être d'oublier de te payer, par exemple? Au hasard, hein? Non, attends, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Oh là 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 là, je devais faire quelque chose, mais je m'en souviens pas du tout. C'est bête, hein? Bon allez, générique. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission. Alors, j'ai l'impression de dire à chaque fois la même chose dans les précédents MM Show, mais la dernière émission remonte à loin. Presque jour pour jour, mars 2022, il y a à peine 3 ans. Et tant qu'on parle de délai, j'ai un petit peu honte de vous avouer que le tournage que vous allez voir date d'il y a 1 an. Presque jour pour jour également. J'ai donc eu l'occasion d'interviewer la maison d'édition Iseki Nicho à la Medinasia 2024. Je les connais maintenant depuis de nombreuses années et vous pouvez voir d'ailleurs ici ma collection de leurs livres. Et dedans il y a un petit peu de tout, hein. Que ce soit des contes de différents formats. Il y a par exemple un guide. Il y a des livres axés sur la photographie, que ce soit ceci. Il y a des mangas. Par exemple mon préféré, Koke Koko. Il y a les mangas de l'atelier Sento, que ce soit ceci également, et j'ai encore ici 2 livres axés sur la photographie. Et encore, tout n'est pas ici. Je viens de me rendre compte, par exemple, qu'il manque un autre livre axé sur la photographie et un autre livre pour apprendre à dessiner kawaii. Et donc leurs publications sont uniquement axées sur le Japon. Pour un admirateur comme moi de ce pays, quand j'ai découvert cette maison d'édition, ça ne pouvait que directement capter mon attention, bien entendu. Alors, petit disclaimer, je vous ai dit précédemment que ça avait été tourné à la Medinasia, donc ça veut dire que le son en a souffert. Et donc si vous connaissez de précédentes vidéos que j'ai tournées à la MIA, vous pourrez presque vous dire que c'est un running gag. C'est assez drôle, non? Hein? Non? Bon, on arrive à tout comprendre bien sûr, hein. J'ai comme d'habitude travaillé sur le son pour éviter que vos oreilles ne saignent, sinon ça aurait donné ceci. Qu'est-ce qu'il a fait aussi Voilà, juste pour vous donner un petit exemple. Je vous invite donc à regarder la séquence et on se retrouve juste après. Eh bien, nous sommes avec Delphine et Alexandre de la maison d'édition Iseki Nicho qui me font le plaisir que je puisse leur faire une interview. Et donc, j'ai envie de vous dire, les meilleures personnes pour vous présenter, c'est vous-même. Donc, je vais vous laisser vous présenter à tour de rôle. D'accord, mais je m'appelle Delphine. Avec Alexandre, on a créé cette maison d'édition qui s'appelle Iseki Nicho il y a 10 ans maintenant. Et on fait des livres spécialisés sur la thématique du Japon, uniquement sur le Japon. En fait, on est parti, à la base, on est tous les deux illustrateurs jeunesse. Donc moi, je m'appelle Alexandre et on est illustrateur jeunesse. On a vécu 2 ans au Japon
Et cette maison d'édition, avant c'était un blog qui s'appelait Iseki Nicho. Pendant 2 ans, on a présenté notre voyage là-bas, notre vie là-bas, en BD, en photo. Et en rentrant en France, on a créé la maison d'édition. D'accord. Et alors, du coup, une des premières questions, c'est que signifie Iseki Nicho, du coup? Iseki Nicho, ça veut dire une pierre, 2 oiseaux. Et en japonais, ça veut dire d'une pierre 2 coups. Voilà, c'est une expression, comme on était tous les deux à travailler sur le blog, on a trouvé cette expression japonaise qui correspondait plutôt bien à ce qu'on faisait. En fait, Iseki Nicho, c'est le nom du blog. Et il n'y avait pas de projet de maison d'édition au départ, en fait. Et quand on a eu l'idée de la maison d'édition, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde le nom du blog? Les gens nous connaissaient déjà sous le nom Iseki Nicho, donc finalement on a gardé ce nom-là. Et alors, une question peut-être un peu intime, et si c'est pas indiscret, bien entendu, comment est-ce que vous êtes connus? Est-ce que c'était à travers l'art ou pas du tout? On s'est connus pendant nos études de graphisme. Donc on faisait un BTS de graphisme, donc on touchait un peu à tout ce qui touche à l'image, photo, dessin, illustration. Voilà. Oui, bah rien à rajouter. On s'est connus là, en fait, donc ça fait maintenant... depuis 1998, voilà, vous ferez le calcul. Oui, généralement, c'est quelque chose de très masculin d'oublier les dates et la durée, etc. Donc... Je me rappelle bien de la date, mais c'est voilà, 1998, on est ensemble depuis le mois d'octobre, voilà. Et du coup, le projet de monter une maison d'édition, c'est parce que vous étiez tout simplement tous les deux dessinateurs ou il y avait un désir de propager peut-être la bonne parole, entre guillemets, votre art comment est née la naissance d'Iseki Nicho, du coup? C'est venu très progressivement en fait, parce que au départ on était donc illustrateurs pendant une dizaine d'années et on travaillait pour d'autres maisons d'édition sur plein de thèmes d'illustration en fait. En partant au Japon, on a eu envie de faire des livres vraiment sur la thématique du Japon parce qu'on a découvert plein de choses là-bas. Et le projet, c'était vraiment de faire découvrir le Japon du quotidien, qu'on vivait vraiment là-bas au quotidien. Voilà. Et ça a commencé par des livres photos, puisque Alexandre a fait pas mal de photos au Japon. Et donc nos deux premiers livres étaient des livres photos, un livre sur les chats et un livre sur les cerisiers. Voilà. Qui sont aujourd'hui épuisés. Au début, c'était pas encore une maison d'édition. En fait, à la fin des 2 ans au Japon, on s'est dit, on avait des projets de livres. Et la question, c'était est-ce qu'on les propose à des maisons d'édition? Ce qu'on faisait classiquement, en fait, quand on était illustrateur. Et sur ces projets-là, on avait vraiment envie d'avoir quelque chose de très personnel, de pas avoir un éditeur qui allait interférer sur la vision de notre projet. Parce que en 2010-2012, les livres qu'on voyait sur le Japon, c'était très entre modernité et tradition. Les rues Kyoto avec une nana habillée en yukata, et voilà, c'était très traditionnel. Alors que la démarche de nos livres, c'était plutôt un Japon du quotidien, avec les chats errants, avec voilà, des petites ruelles, des trucs comme ça. Et donc c'est parti plutôt sur de l'auto-édition pendant une première année. Ça a marché, les gens ont accroché, on a fait des salons, des conventions. Et au bout d'un an, c'est vraiment devenu une vraie maison d'édition avec d'autres auteurs. Alors, vous excuserez le bruit ambiant, mais il y a la Korean Alley qui est pas loin, donc voilà. Mais normal, j'espère que vous m'entendrez bien. Dans le pire des cas, je mettrai des sous-titres, il y a pas de souci. Mais donc là, c'était intéressant d'expliquer l'approche au départ et votre volonté au niveau de la maison d'édition. Mais de manière plus générale, comment naissent les projets? Alors, vous ne devez pas forcément entrer dans les détails, mais comment naît un projet bien précis, une idée bien précise? À nouveau, est-ce que c'est une transmission ou un truc plutôt une passion propre à vous que vous souhaitez transmettre? Comment ça se passe? Alors c'est propre à chaque projet en fait. Nous on a plein d'idées dans des carnets, on a des listes de projets sur plein de thématiques sur le Japon. Et donc ça c'est pour des projets qu'on a envie d'illustrer nous-mêmes. Après ça peut être aussi des rencontres avec des auteurs, comme Atelier Sento par exemple, on a les dessins derrière là, c'est des auteurs qui font de la bande dessinée, entièrement à l'aquarelle, et eux on les a connus sur internet, leur travail en fait au départ. On leur a proposé s'ils avaient un projet de BD, et comme ils sont un peu dans la même... dans le même état d'esprit que nous, ils ont vécu au Japon, on savait que ça allait donner quelque chose de bien et on leur a donné plus ou moins une carte blanche. Et chaque projet est à chaque fois différent en fait dans sa construction. Voilà.
Là, tu parles de Coquet Coco, c'est ça? Je parle de la BD Onibi et Fête des Ombres de Atelier Sento. La BD Kokeko, c'était encore autre chose. C'était en rentrant du Japon, en fait, on a pas mal rencontré d'illustrateurs là-bas, ou des illustrateurs qu'on connaissait déjà avant. Et on leur a proposé aussi une carte blanche à chacun. Donc il y en a 16 auteurs. Et chacun avait une trentaine de pages pour s'exprimer sur la thématique du Japon. Alors il faut savoir que Coquet Coco, c'est vraiment parmi tous mes livres de la maison d'édition, c'est mon préféré, clairement. Comme je disais à Delphine, je pense que c'est peut-être même le premier que j'ai acheté et il m'a soufflé dès le départ. Je vois avec plaisir qu'il continue à être édité, mais en petit format, assez pratique et très mignon. Et donc tu expliques que c'est une carte blanche, mais donc en fait tout le monde a envoyé le projet en même temps et vous en fait vous l'avez rassemblé, c'est ça? C'est ça, oui. Et bon, c'est des illustrateurs qu'on connaissait déjà avant, c'est tous des amis et on les a vraiment laissés s'exprimer dans leur style à eux. Qu'est-ce que on pourrait dire d'autre ? En fait, sur Coquet Coco, ce qui était intéressant, c'était d'avoir des styles graphiques différents et des visions différentes du Japon, que ce soit des gens qui sont émerveillés parce que c'est leur premier voyage, ou des gens qui sont là-bas depuis 7 ans, ils en peuvent plus, ils sont au bout du rouleau, ils supportent plus les Japonais, voilà, c'était bien d'avoir C'était d'avoir tous ces points de vue différents, dans tous ces styles différents en fait. Et oui, c'est vrai que le projet nous plaisait vraiment beaucoup parce que ça permettait de réunir plein de choses, des choses poétiques, des choses drôles, des choses plus carnet de voyage, enfin, voilà. C'était ça le projet à la base. Tu es l'une des autres d'ailleurs. Oui, et Alex aussi a fait une BD dedans. Ah oui, ok. Je pense que c'est uniquement Delphine, mais toi aussi, d'accord. Ok. On fait partie des 16 auteurs. D'accord. C'est cool, franchement. Franchement, bravo pour ce bouquin parce que il est de temps en temps je le ressors et je le feuillette parce que il est non seulement au-delà de la qualité, mais il est très apaisant, il est très drôle. Enfin bref, pour moi, il est proche de la perfection, voire la perfection quoi. Bravo. Pour revenir sur justement comment on crée les projets, faut savoir que c'est nous qui allons chercher les auteurs. On reçoit, alors on est une maison d'édition, donc les gens envoient un peu tout et n'importe quoi. Ils font pas trop attention qu'on soit spécialisé sur le Japon. Donc on reçoit de la BD, du roman, des trucs qui n'ont rien à voir. Mais en général, c'est plutôt nous qui allons chercher les auteurs. Et on va chercher des gens qui ne sont pas forcément auteurs. On va chercher des gens qui sont plutôt spécialistes dans leur domaine. Donc ça soit par exemple Siméon qui fait du saké. Donc on l'avait rencontré sur des salons et donc on lui a proposé d'écrire un livre sur le saké. Angélique qui est traductrice de manga mais qui n'était pas forcément auteur de méthode de japonais. On l'a contactée en sachant qu'elle était compétente dans ce domaine-là. Atelier Sento pareil, en fait, faut savoir que quand ils ont fait leur BD Onibi chez nous, en fait ils n'avaient jamais fait de BD chez d'autres éditeurs. Ils avaient envoyé plein de projets à des maisons d'édition, ils avaient été refusés de partout. Et nous on les avait connus par le jeu vidéo parce qu'ils travaillaient sur du jeu vidéo et on trouvait que le style était très intéressant, donc c'est comme ça qu'on les a connus. En fait nous on fait une veille importante sur les auteurs, qui fait quoi, et après pour les sujets, pour les thèmes en fait, et ben ça va être des rencontres, ça va être nous aussi nos envies quand on va au Japon, ou alors ça va être en discutant avec des gens sur les salons. Ça peut être tout à fait une personne qui nous dit « Ah mais vous avez pas un livre là-dessus ?» Et au bout d'un moment, si on a 15 personnes qui nous ont dit ça, on se dit « Ah, ça serait peut-être le moment de travailler là-dessus ». La méthode de japonais, c'est un petit peu ça. Au début, on nous a dit « Ah, le guide de voyage aussi. Ouais. » Parce que sur les salons, en fait, pendant plusieurs années, on a commencé à faire des salons pour faire connaître notre maison d'édition. Et on rencontrait beaucoup de gens qui avaient besoin de conseils pratiques pour partir au Japon, qui avaient peur de se lancer, en fait. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire un guide de voyage qui s'appelle Kochi Kochi. Vraiment orienté pour les gens qui veulent organiser tout seuls leur voyage et se débrouiller seuls sur place. Donc plein de petits conseils pratiques, des conseils culturels aussi pour appréhender un peu la culture japonaise. Et oui, c'est aussi à travers les discussions avec les gens que les projets naissent comme ça. Peut-être préciser une chose aussi, c'est on sort peu de livres par an. Une petite maison d'édition, voire maison moyenne, ça va plutôt être entre 10 et 20 titres par an. Nous, on est autour de 2 titres par an, avec des exceptions, avec des années avec 4 titres, et des années, des fois, où on sort rien du tout. Donc c'est la particularité, et on prend beaucoup de temps sur la création des livres. On peut pas trop se permettre de se rater, on est tout petit, donc il faut que le livre se vende.
et il faut qu'il soit pertinent. Donc souvent, ouais, on va prendre du temps en se disant est-ce qu'on fait ce livre-là? Oui, peut-être, peut-être pas. Enfin voilà, on y va vraiment prudemment en fait. Mais c'est ce que j'allais dire. Peu de titres, mais quelle qualité. Ça peut paraître être en train de frotter la manche ou quoi que ce soit, mais pas du tout. C'est voilà, vous savez bien que je suis un grand fan de la maison d'édition depuis pas mal de temps, et c'est vrai qu'il y a tous les ouvrages sont vraiment des vrais bijoux chaque fois qu'on les ouvre. Et donc j'entends parfaitement ce que tu dis, et je pense que c'est effectivement une bonne approche quand même de privilégier la qualité par rapport à la quantité, quoi. Toutes les maisons d'édition sont un peu différentes. On a des maisons qui vont plutôt privilégier la quantité, c'est-à-dire avoir un catalogue avec beaucoup de titres, mais qui finalement vont avoir un tirage faible et ils vont pas forcément beaucoup défendre le livre. Donc ils vont avoir un auteur qui leur envoie un bouquin, ils vont se dire bon, on va tirer 1000 exemplaires, on met le bouquin à un rayon, il marche pas, c'est pas grave, on le détruit, on passe à autre chose. On peut pas se permettre de faire ça. Et il y a aussi un petit peu un challenge, c'est que les gens maintenant nous connaissent, ils ont été habitués à de la qualité, et ça nous met un peu la pression aussi, parce qu'on se dit sur le prochain là, faut pas qu'on se rate, parce que les gens ils veulent, nous aussi on a envie de les surprendre, on a envie que quand les gens voient le post en disant bah voilà on sort un nouveau bouquin, ils disent ah ouais j'accroche, je viens, j'aime bien ça. Après on a aussi des livres qui sont pour différentes tranches d'âge. Donc effectivement, tous les livres ne plairont pas à tout le monde, c'est normal, mais à chaque fois on essaye quand même aussi que les livres nous plaisent. On va travailler longtemps dessus, donc il faut quand même que ça soit des projets qui nous motivent. Et après on va les vendre en salon, on va être derrière, donc si on a les livres qui sont moches, c'est quand même un peu difficile de dire aux gens bah si achetez mon livre, il est bien. Là on est convaincu qu'on fait des choses bien, et puis voilà quoi. Il y a un autre aspect aussi de pourquoi on fait peu de livres, c'est qu'on aime bien aussi, on a envie de les faire vivre longtemps. Par exemple, Onibi, il est sorti il y a plus de 7 ans, et on continue à faire la promotion en fait. Et comme on n'est que deux, et la promotion des livres, tout ce qui est communication autour des livres prend énormément de temps, et ça fait partie de la vie d'une maison d'édition. Donc c'est pas seulement faire des livres, c'est aussi communiquer autour, parce que si les livres sont pas vus, en fait il n'y aura pas de lecteurs derrière, et voilà. Et les lecteurs sont aussi super importants dans notre démarche, parce que c'est eux qui font connaître le livre en fait. Pour une petite maison comme nous, c'est les lecteurs qui est au centre vraiment de la promotion du livre. Voilà. Et alors il y a une question qui me brûle les lèvres, parce que ayant sorti moi-même un livre de contes l'année passée, je suis très intéressé de savoir comment est né le projet Mukashi, donc contes du Japon. Donc il y en a maintenant, il y en avait 4 que je connaissais, il y en a 2 qui viennent de sortir, toutes les couvertures s'affichent à l'écran pour l'instant, et donc je voulais un peu savoir comment est né l'envie de faire les contes du Japon. Alors ce projet-là, ça fait longtemps qu'on l'avait en tête. Et on n'avait pas forcément les moyens financiers de l'éditer. Donc on a sorti d'abord le guide de voyage en 2017 qui a bien marché et qui nous a permis de lancer ce projet. Parce que c'est un projet qu'on a fait entièrement nous-mêmes, donc on avait besoin de temps et d'argent aussi pour les imprimer. Et en fait on est illustrateur jeunesse depuis longtemps, donc tout ce qui est univers merveilleux, folklorique du Japon en fait nous intéressait vraiment beaucoup. Et on a fait quelques recherches et on est tombé sur le travail de folkloristes japonais qui avaient recensé plein de contes dans tout le Japon. Alors il y a plein de variantes, il y a des centaines de contes en fait, et on a décidé de faire une sélection pour commencer à faire une collection de livres. On voulait sortir un seul recueil de contes au départ, et puis après on s'est dit que ça serait sympa de faire une collection pour les enfants. Et on s'est lancé, on a fait les 4 premiers titres en 2019, on en a fait 2 chacun, écrits et illustrés. Et là on a eu à nouveau envie d'en refaire, on a retrouvé 6 histoires. On s'inspire beaucoup des contes traditionnels et qu'on réécrit et qu'on illustre en fait à chaque fois. Mais quelle bonne idée en tout cas, quelle bonne idée, parce que franchement c'est très très bien, et c'est à partir de 5 ans, mais je veux dire, moi je les ai lus et j'ai adoré, je connaissais pas du tout certaines histoires. C'est marrant parce qu'il y avait une des histoires, j'ai oublié le titre, mais qui le début faisait un peu penser à Jack et Jack et le haricot magique, oui c'est ça. Surtout quand elle dit voilà quand elle parle des moustiques et que j'en ai tué 7, ça faisait un peu penser à ça. Oui,
et ben, les contes, il y a beaucoup de cultures qui ont un peu les mêmes contes, avec les mêmes structures, mais il y a juste des éléments culturels qui diffèrent, mais sinon la structure des contes se retrouve dans plein de pays dans le monde. Et même dans les deux qu'on a sortis, là, il y a effectivement des contes qui ressemblent à des contes de tradition russe ou moyen-orientale. Enfin, c'est très mixé en fait, parce que ça voyage en fait les contes. C'est des traditions orales à la base que les gens se racontent, et puis même rien que dans le Japon, un même conte va avoir différentes variantes selon les régions. Et ouais, nous on a choisi aussi de mettre parfois de modifier un petit peu les contes. Quand il y a des héros, c'est souvent des petits garçons qui doivent être forts et tout. Donc de temps en temps, on a mis aussi des petites filles pour équilibrer un petit peu. Mais après, ça reste le même conte et la même structure. Voilà. Et j'ai appris du coup par toi que vous aviez vécu 2 ans au Japon, mais justement, donc vous êtes parti fin 2023, vous repartez bientôt si je me trompe pas au Japon. Vos départs au Japon, est-ce que c'est essentiellement une prise d'information, ou est-ce que surtout pour toi, est-ce que c'est une prise de vue avec l'appareil photo ou que sais-je, ou évidemment, est-ce que c'est une question de plaisir, ou alors c'est un ensemble de tout ça? Alors, en fait, on a fait, depuis la réouverture des frontières en 2022, on est déjà parti 3 fois. C'est beaucoup. En fait, là, actuellement, on y retourne surtout pour mettre à jour le guide. En fait, on n'était pas parti au Japon depuis très longtemps et le stock photo était complètement épuisé. C'est-à-dire qu'on avait poncé toutes les photos sur les réseaux sociaux. Donc, au bout d'un moment, c'est devenu très compliqué de proposer des choses nouvelles. Et puis, on avait envie de se replonger un peu dans l'ambiance aussi pour trouver de l'inspiration pour des nouveaux projets. Donc, on a besoin de retourner de temps en temps. Voilà. Pendant 2 ans, on n'a pas pu y aller avec le Covid, mais... Et donc les plannings, en fait, c'est prise de photos pour les prochains livres. On essaye justement de refaire un nouveau Nekoland là actuellement. C'est un peu compliqué, mais bon, je rentrerai pas dans les détails, mais voilà, prise de photos pour le guide aussi, refaire des lieux, tester des nouveaux lieux aussi pour le guide, tester des lieux qui sont dans le guide et voir s'ils sont toujours intéressants, parce qu'on a beaucoup de tourisme, enfin on a une explosion du tourisme au Japon. Et après, oui, par exemple, pour les livres de contes, c'était très important pour nous parce qu'on est retourné dans certaines bibliothèques japonaises spécialisées dans le livre pour enfants, justement pour faire de la recherche de doc. On traîne pas mal dans les librairies aussi pour chercher des idées pour les prochains livres, se dire ah bah tiens, ça a été développé en japonais, c'est pas mal. Voilà, on va piocher un petit peu partout. Donc pour l'instant, c'est pas des vacances. Bon, c'est quand même du plaisir, hein, on va pas se mentir. C'est des journées qui sont assez chargées. On commence au lever du soleil et on finit sur les coups de minuit. Donc on dort, en général, on dort entre 5 et 6 heures, pas plus. On va marcher entre 15 et 25 km par jour avec un sac photo de 10 kg. Donc c'est du plaisir, mais on rentre crevé. D'où la valeur encore plus importante des livres quand ils aboutissent, en rapport justement avec les infos et les photos que vous produisez, quoi. Donc là, le prochain voyage, on part 3 mois cette fois. On a 30 ou 40 villes différentes en fait. Donc le projet, c'est de suivre la floraison des cerisiers en fait, parce que la floraison remonte le pays. Donc on part de mars à fin mai et on va essayer de remonter jusqu'à Hokkaido pour suivre la floraison. Parce que au niveau photo, il y a des choses chouettes à faire et voilà. Après ouais, c'est toujours, il y a des photos qui vont servir dans des livres, il y a des photos qui vont servir en stock images pour de la documentation pure et dure. On va se balader dans des petites ruelles, prendre en photo le moindre truc un peu bizarre, un compteur à gaz, la climatisation derrière un restaurant, ce genre de choses. Sur le coup, en fait, on se dit bah ça sert à pas grand chose, mais par exemple quand Atelier Sento a fait la fête des ombres, ils avaient besoin d'arrière de restaurants, des petites ruelles justement pour certaines scènes, et ils n'avaient pas de stock images. Et nous, on a un stock, là, actuellement, on doit dépasser les 80 ou 90 000 photos et trier avec mots-clés, donc ça prend beaucoup de temps. Mais après, voilà, si on a besoin d'une rue à Akihabara, d'un vélo, d'un trottoir, de que sais-je, en fait, ça nous permet tout de suite d'avoir du stock pour faire de la photo et de l'illustration aussi. Excellent, excellent. Et vous avez évoqué donc l'Atelier Sento avec Onibi et la Fête des Ombres en 2 tomes. Et je dois avouer que les 3 livres, donc le tome 2, les 2 tomes et Onibi, ils font clairement également partie de mon top 5 préféré chez vous. Et justement, maintenant, ils viennent de signer une sortie BD chez Dupuis, qui est donc le mastodonte.
Est-ce que vous en tirez quand même une certaine fierté justement par rapport à ce que tu expliquais, où ils ont été refusés au départ dans pas mal de maisons d'édition? Est-ce qu'il y a quand même une sorte de fierté, une sorte un peu le papa qui voit finalement leurs enfants grandir finalement? En fait, nous, on est illustrateurs depuis 2003, donc ça fait 20 ans, plus de 20 ans maintenant. On a toujours été assez surpris par les directeurs de collection ou alors les directeurs artistiques dans les maisons d'édition. Souvent, en fait, ils sont très fixés sur s'il ne sait pas dessiner ça, je vais pas le prendre. Donc, un truc tout bête, si quand tu présentes ton portfolio, t'as pas de cow-boy dedans, ils estiment que t'es pas capable d'en dessiner. Et Atelier Sento, c'est un peu ça. C'est dès qu'on a sorti Onibi, en fait, on a commencé à avoir d'ailleurs, au moment où ça c'est un truc qu'on n'a jamais dit, mais quand on a présenté la couverture de Onibi en juin, le livre sorti en octobre, on l'a présenté sur les réseaux. Il faut savoir qu'il y a un gros éditeur que je ne nommerai pas, qui a été voir Atelier Sento en disant ne signez pas chez eux, faites-le chez nous. Et en fait, on est suivi en sous-marin par pas mal de grosses maisons qui s'inspirent forcément, parce que dans les petites maisons, c'est pas propre à nous, hein, dans les petites maisons, il y a souvent de la créativité, une prise de risque plus importante, qui est pas forcément une prise de risque, mais on va aller sur des choses où la grosse maison d'édition va pas y aller parce que l'auteur est pas connu, il n'a pas encore publié, parce qu'ils sont pas forcément en capacité de voir le potentiel en fait de l'auteur, alors que nous, en tant qu'illustrateurs, on voit des crayonnés, on voit des planches, on connaît le potentiel, on parle la même langue, donc voilà, c'est ce genre de choses. C'est tout à fait normal que Dupuis s'intéresse à Atelier Sento. Nous, en fait, on était au courant dès le début des projets. En fait, il n'y a pas d'exclusivité. Nous, en tant qu'illustrateurs, on travaille avec plein d'éditeurs. Atelier Sento travaille avec Dupuis, c'est génial pour eux. Ça met en visibilité leur travail, ils sont très bons. C'est juste un retour, voilà, c'est normal qu'ils soient chez une grosse maison. Et ils referont sûrement des choses chez nous si on a les reins solides. La BD qui sort aujourd'hui chez Dupuis, on n'aurait pas eu les moyens de la booster autant que Dupuis, donc c'est tout à fait logique qu'ils aillent chez une grosse maison. Après, rien n'est sûr aussi, il faut que la maison soit en capacité d'offrir aux auteurs quelque chose. Beaucoup de grosses maisons d'édition font venir des auteurs, mais en fait leur proposent rien derrière. C'est-à-dire qu'ils vont sortir le livre, il n'y aura pas de suivi de promotion et tout ça. Et là, avec Atelier Sento, ça a été une des conditions quand ils ont été chez Dupuis. Ça a été de les mettre en concurrence un peu avec nous en disant voilà, chez Iseki Nicho, les conditions sont comme ça, les règles sont comme ça. Donc en fait, ils ont posé le cadre en disant voilà, si vous ne nous proposez pas encore mieux, on ne viendra pas chez vous. Donc ça a été vraiment intéressant pour eux. Il n'y a pas de... Je pense que certaines personnes comprennent pas trop, mais en fait, il n'y a pas de fuite ou de perte, voilà, de concurrence. On est en très bon terme avec Atelier Sento. Ils avaient besoin de documentation sur leur BD chez Dupuis, je leur en ai donné. Enfin voilà, on soutient nos auteurs jusqu'au bout, quoi. C'est très cool. Et au-delà du fait qu'ils ont beaucoup de talent, je vous invite à aller voir leur travail. Ce sont également deux personnes charmantes, en fait, super sympas, que j'ai déjà rencontrées plusieurs fois, et franchement, ils sont vraiment adorables. Donc, j'imagine que ça a super bien matché avec deux personnes comme vous qui sont charmantes et gentilles et où tout s'est bien coulé. Et quand je t'entends parler de l'entrée des échanges, je suis pas du tout étonné que ça se passe de cette manière-là, vu le climat et peut-être la relation que vous entretenez, quoi. En fait, c'est aussi une chose qui nous a donné envie de créer une maison d'édition, c'est que on tournait depuis 10-12 ans chez d'autres maisons d'édition et il y avait quand même des relations qui étaient des fois conflictuelles avec des maisons d'édition qui pressent beaucoup à la production avec des tarifs très faibles, avec aussi de la qualité qui est pas au rendez-vous. C'est aussi pour ça, tu disais la qualité est bonne, mais c'est aussi on a été malheureusement très déçus souvent quand on voyait nos livres qui étaient publiés, voir la piètre qualité du papier, la maquette qui était pas au niveau. Et au bout d'un moment, en fait, on s'est dit bon, ça on sait faire, on veut un niveau supérieur. Alors, on va essayer de le faire. C'est pas qu'on va faire mieux, mais déjà, on a envie de pousser plus loin. Et voilà. Excellent. Et pour parler un petit peu du Japon, justement, donc vous avez vécu là-bas, vous avez déjà été plusieurs fois. Si tu devais citer juste un seul truc, le plus marquant jusqu'à présent, ce serait quoi? Juste un seul truc. Ça va être difficile peut-être, mais juste un truc
qui t'a toujours marqué, ou chaque fois que tu y vas, ça te marque de manière incroyable? C'est un peu compliqué, il y a plein de choses. Je sais pas, une sorte de sérénité en fait des gens et de tranquillité. Après, même par exemple les onsen, c'est vraiment un truc que j'adore aller faire au Japon. Parce que c'est aussi un lieu social où les Japonais vont pas trop aller vers les étrangers naturellement, alors que souvent dans les onsen c'est là où j'ai pu discuter un petit peu, pratiquer un peu de japonais avec souvent des petites dames qui viennent là régulièrement parce que c'est leur quotidien en fait d'aller au sento plutôt que onsen, qui sont les bains publics dans les quartiers. Et ouais, c'est un endroit que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Excellent. Et même si vous y avez déjà vécu 2 ans, est-ce que tu te verrais y vivre à un moment donné plus tard ou quoi? Est-ce que peut-être d'une manière même plus prolongée que 2 ans, est-ce que tu t'y verrais y vivre? En fait, il n'y a pas vraiment de pays idéal pour vivre, je trouve. Donc la France a des avantages, le Japon a des avantages. Et je sais pas, j'aime bien vivre entre les deux en fait. Parce que au bout d'un moment, j'ai peur de me lasser du Japon. Et parce qu'il y a certaines choses qui sont quand même un peu difficiles en tant qu'étranger au Japon. Donc je trouve que c'est vraiment chouette de pouvoir y aller de temps en temps, profiter vraiment et revenir en France, avoir plus ses repères. Voilà, j'aime bien l'alternance entre les deux. Je pense pas que j'y vivrai 10 ans non-stop, voilà. C'est ça. C'est un bon compromis, quoi, d'être un peu sur les deux, quoi. Ok. Et si c'est pas peut-être, comment dire, trop spoilé ou que sais-je, est-ce que tu peux déjà nous parler de futurs projets éventuellement, ou est-ce que tu préfères garder ça secret? Alors on a plein d'idées en tête, mais on préfère pour l'instant garder ça secret, un peu par superstition et un peu parce que on sait pas ce qui va être possible de faire. C'est comme on a des idées de livres avec des photos, mais les photos, on sait pas si on arrivera à les faire un jour. Ça dépend de beaucoup de choses. Et puis là, on va partir 3 mois. Peut-être que pendant les 3 mois, on va avoir de nouvelles idées. On a déjà quelques petites idées, peut-être autour de la cuisine japonaise. On n'a pas de livre sur cette thématique et ça nous intéresse beaucoup. Après, est-ce qu'on est légitime de le faire? On ne sait pas. Peut-être avec un auteur, peut-être avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des projets de livres photos et puis toujours la mise à jour régulière du guide de voyage. On a beaucoup de travail à faire dessus. Parce que mine de rien, même au niveau des conseils pratiques, il y a des choses qui changent régulièrement. Donc voilà. Ok, nickel. Mais je comprends tout à fait. Hein. Et l'histoire de la superstition, je comprends tout à fait. Je pense que c'est quelque chose de relativement artiste, quelque chose d'artiste quoi, d'éviter de trop se mouiller, de trop en dire pour éviter d'avoir le mauvais karma, on va dire. Après, quand on commence un projet, on commence à en parler un petit peu sur les réseaux, on voit comment ça réagit aussi, on poste des images, des petits making-of, voilà, quand on commence. Mais on a des projets en illustration et en photo, donc voilà. Nickel. Ça reste dans notre ligne éditoriale, voilà. Nickel. En tout cas, de toute façon, hâte de voir toutes les prochaines choses qui vont naître. Et de manière générale, est-ce que tu aurais quelque chose à recommander, soit un livre, une chaîne YouTube, un film qui t'est marqué, qui peut-être, je sais pas, booste ta créativité ou peut-être est relié à quelque chose qui a permis de créer un livre ou quoi que ce soit? En chaîne YouTube, moi j'aime bien une chaîne qui s'appelle Miku Real Japanese. C'est une japonaise qui fait des cours de japonais, mais c'est très conversation naturelle. C'est parce que j'essaye de me mettre vraiment au japonais. Donc, c'est une chaîne qui est vraiment chouette parce qu'elle discute avec des amis. Enfin, c'est vraiment des conversations du quotidien. Et sinon, en chaîne YouTube, chaîne YouTube, vous avez Angelo qui fait la chaîne Musubi. D'ailleurs, il a sorti une vidéo, je crois, aujourd'hui. Je l'ai pas encore regardé. Angelo, il habite Osaka. C'est un guide qui fait de la visite guidée en fait pour des tout petits groupes. Il est français et il fait régulièrement des vidéos sur le Japon en général. Donc vu de l'intérieur, où il va interviewer des petits papis. Enfin voilà, et c'est vraiment super. Donc il a commencé sa chaîne pendant le Covid, vu qu'il était un peu sans travail, oui, puisqu'il n'y avait plus de touristes. Donc il a commencé sa chaîne et c'est vraiment super. Il aborde des sujets, l'agriculture au Japon, qu'est-ce qu'il a fait aussi,
les poteaux électriques. Une thématique sur les poteaux électriques, pourquoi il y avait des poteaux électriques, pourquoi ils sont pas enfouis. Enfin, à chaque fois, il va chercher. Ah oui, je l'ai vu. Oui. Ouais. Donc à chaque fois, il va chercher des thèmes un petit peu voilà, du quotidien japonais. Il va essayer de creuser le sujet et de débunker des choses, de voir des choses avec des gens qui sont spécialistes. Ouais, elle est très qualitative en tout cas comme chaîne. J'ai regardé justement cette vidéo sur les poteaux électriques et franchement il fait très très bien ça. Franchement, alors évidemment tous les liens sont en description de vidéo. N'hésitez surtout pas à aller découvrir tout ça pour approfondir encore plus votre connaissance du Japon. Alors il y a, comme dans toute émission du Marcus Meier Show, il y a un petit tour de magie qui vous est présenté dans le contexte de ce que je présente, c'est-à-dire dans ce cas-ci la maison d'édition. Mais avant ça, est-ce que vous avez un mot de la fin, que ce soit un conseil, quelque chose que vous souhaiteriez partager à ma communauté? Le mot de la fin, allez au Japon, économisez et partez au Japon. Et on peut voyager pas cher au Japon avec un sac à dos, faut mettre un peu de sous de côté, mais c'est tout à fait faisable, c'est comme ça qu'on est parti au début. Donc si le pays vous intéresse, renseignez-vous au max. Maintenant sur internet il y a plein de choses, plein de chaînes YouTube, de sites pour organiser son voyage tout seul. Et voilà. Nous, franchement, le Japon, c'est un hasard si on est parti. C'est vraiment des copains qui sont partis en 2008, qui est revenu du Japon et se dit mais ah oui tiens en fait le Japon on aime bien ce pays, pourquoi pas y aller. Et on était partis en vacances, on avait aimé. On a une amie Julie qui est partie en visa vacances travail là-bas. Finalement on s'est dit ah bah oui pourquoi pas on pourrait faire le visa vacances travail. C'est une série de hasards qui nous ont emmenés là-bas. Donc voilà, n'hésitez pas, même si vous dites ouais c'est peut-être un projet loin, essayez de mettre de côté, de vous intéresser et partez, vous ferez des super rencontres et... Très très bien, ben, merci beaucoup. Alors, au Marcus Meier Show, on aime bien mettre, nos invités très très bien, donc je n'ai pas mis les mains vite pour vous remercier. J'ai fait jouer mes talents de magicien pour essayer de deviner certaines choses. Je reviens. J'ai cru comprendre que Delphine était fan des sablés à la noix de coco. Est-ce que mes informations sont bien correctes? Et je reviens. Et il paraît que tu es fan de fruits secs. Donc je t'en ai pris tout plein et attention ils sont bio. Donc on fait pas n'importe comment chez nous. Je sais où tu as essayé de chercher les infos. Hein. Ou alors c'est peut-être parce que je suis un magicien très talentueux et... Donc voilà, je vais changer le setup, je vais vous présenter le tour de magie et qui a un rapport avec quelque chose que j'adore, Mukashi. Et en fait, alors je voulais partir sur un projet un peu ambitieux, mais ça aurait été trop long, de relever une histoire dans chaque livre, les 4 premiers livres, mais j'en ai choisi une qui m'a beaucoup parlé, beaucoup attiré, et j'espère que voilà, ça va vous parler également. Donc à tout de suite. Donc voilà, le petit tour de magie que je vais vous présenter. Oui, si tu veux bien. Si je vous montre ça, je pense que vous allez pouvoir deviner de quelle histoire je parle. Ouais. C'est donc l'histoire de Isunbuchi, que j'ai trouvé très sympa, qui m'a beaucoup plu cette petitesse, mais finalement avec la grande force. Et en fait, vous savez peut-être pas que l'aiguille de Isunbuchi est plus puissante et plus forte que vous ne le pensez. Alors, je vais simplement transpercer ici, la faire ressortir de l'autre côté. Tac. Voilà. Alors, est-ce que vous me confirmez bien que l'aiguille a bien transpercé la boîte d'allumettes? On est d'accord, hein? Et vous pouvez toucher. Hein. Alors, évidemment, ne vous faites pas mal, mais Delphine, si tu veux toucher, elle est bien dure. C'est pas juste un cheveu qui a été. Tu peux toucher aussi si tu veux. Hein. Attention, te fais pas mal. Non, c'est bon. Alors, je vais retirer donc la fameuse aiguille magique. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que si on ouvre ça, on peut voir qu'en fait, c'est un bloc de laiton que vous pouvez, c'est vraiment solide. Hein, et tu peux examiner. Et donc, ce tour
illustrait parfaitement l'histoire d'Isomuchi parce que malgré sa petitesse et malgré sa petite aiguille, ben, il a réussi à finalement terrasser le monstre et le démon pardon, qui embêtait tout le monde. Et donc voilà, comme quoi effectivement tout parfois ne tient qu'à une petite aiguille et surtout beaucoup de volonté. Cool. Tu veux l'examiner aussi? Ouais. Il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Incroyable. Et donc voilà. Je vais te débarrasser de ça. Merci beaucoup. Merci. Ben, merci beaucoup en tout cas de m'avoir reçu sur votre stand. Nous sommes au début de la Medinasia, donc j'espère que vous aurez énormément de visiteurs sur le stand. Je disais à Delphine que moi je vous ai connu à la Medinasia justement, parce que nous on se voit chaque année à la foire du livre, et donc du coup à force on se connaît bien. Je suis vos lives et tout ça qui sont toujours très sympas. Mais je vous ai vraiment connu la première fois à la Medinasia, et donc du coup ça me fait très plaisir que vous reveniez à la Medinasia. Donc j'espère que cette fois-ci ce sera la bonne et que vous repartirez d'ici heureux. Et sinon, dans le pire des cas, on se retrouvera de toute façon à la foire du livre bientôt. Vous revenez à Bruxelles? La foire du livre, on la fait pas cette année parce qu'on est au Japon, on sera au Japon. Donc c'est pour ça qu'on s'est décalé sur la Medinasia pour quand même avoir un événement en Belgique. Parce que c'est vraiment, on adore la Belgique, Bruxelles c'est vraiment génial. La foire du livre c'est toujours super événement. Alors, foire de Bruxelles l'année prochaine sûr, c'est déjà planifié. C'est vrai qu'on n'était pas venu depuis 2017 à la Medinasia. Ça risque d'être une bonne année aussi. Et tu avais fait un super tour de magie à Atelier Sento à la foire du Bruxelles, que j'ai filmé d'ailleurs, il faudrait que je te le donne si tu as envie. Et merci de passer. C'est pour ça aussi qu'on fait des salons, c'est pour les rencontres. Et on bosse chez nous, on est toujours un peu devant l'ordinateur à bosser. Et c'est vraiment les rencontres qui font que on a du carburant, on a de l'énergie pour les prochains livres, quoi. Donc merci à toi de venir, merci à tous ceux qui viennent nous voir en salon aussi, ça c'est super important. Vous forcez pas à acheter un livre en venant nous voir. Souvent on a des gens qui sont là, ah, j'ai déjà tous vos livres, je veux pas vous venez nous voir dire bonjour, c'est déjà super pour nous. Voilà, franchement faut pas hésiter. Excellent. Merci beaucoup en tout cas, merci et bon retour. On se verra de toute façon dimanche parce que voilà, je suis là aujourd'hui et dimanche, mais dans tous les cas voilà, j'espère que tout se passera bien et bon retour et surtout un bon voyage au Japon parce que 3 mois c'est pas rien, donc j'espère que tout se passera bien et cool quand même, pas trop de surmanage non plus. Hein. Voilà, on part 3 mois justement pour un peu souffler et non, enfin le voyage est pas encore tout à fait prêt, on a encore des destinations, on sait pas trop ce qu'on va faire, mais voilà, je pense que ça, de toute façon, on montrera sur les réseaux, en post Instagram, en story, tout ce qu'on fait au jour le jour. N'hésitez surtout pas à les suivre. À nouveau, bien entendu, évidemment que tous les liens sont dans la description des vidéos. Ils font plein de stories sympas. Ils m'ont d'ailleurs montré un petit montage qui risque d'arriver. Au top. En tant que magicien, je trouve ça, c'est validé, clairement. Ça sera une Medinasia sous le signe de la magie et Génial. voilà. Merci beaucoup et à très bientôt en tout cas. J'espère que vous avez aimé découvrir l'univers de Delphine Alexandre et peut-être êtes-vous très tenté de découvrir leur publication si vous ne connaissez pas encore. Et d'ailleurs que vous soyez fan du Japon ou même pas, vous trouverez sûrement une publication qui piquera votre curiosité. Alors nous arrivons bientôt au terme de l'émission, mais avant ça, j'entends des pêches qui arrivent. Et oui, les fameuses toujours fidèles au poste. C'est faux. C'est faux, parce qu'en fait, elles étaient censées être bel et bien là dans mon tiroir, mais voici la photo de mon tiroir que j'ai découvert aujourd'hui. Oui, alors, cette boîte de conserve avait au moins 10 ans. Oui, parce que la chaîne a fêté ses 10 ans fin 2024. Donc, comment dire, il faut croire que... au-delà de l'aspect de date de péremption, etc., elles se sont dit, on en a marre d'être tout le temps laissé comme ça dans le tiroir pendant je sais pas combien de temps, on veut la liberté. Et donc voilà le résultat. Et donc, à défaut d'une autre solution, voici donc des pêches qui arrivent. Ça va, on essaie de faire avec les moyens du bord. Hein. J'ai découvert ça il y a à peine 10 minutes, donc on fait ce qu'on peut. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent aujourd'hui? Vous ne pouvez pas rendre tout le monde heureux, sauf... si vous êtes un ramen. Notre émission s'achève donc ici, merci beaucoup de l'avoir regardé. Comme dit dans l'interview, tous les liens d'Isekinicho sont dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, que ce soit sur leur site ou également sur leurs réseaux sociaux. Moi de mon côté, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao.